Ceci est un livre audio autogénéré par Google. L'histoire en mouvement, collection dirigée par Geneviève Lacroix. Introduction. Au début des années 1970, l'Espagne n'est pas encore une démocratie représentative. Depuis le 1er avril 1939, date qui marque la fin de la guerre civile, le général Francisco Franco a imposé au peuple espagnol un régime dictatorial qui ne prendra fin qu'avec sa disparition physique, survenue en novembre 1975, soit 36 longues années après la victoire des militaires félons sur le camp républicain. Dans l'Espagne des années 1970, la dictature franquiste exécute encore des opposants, les prisonniers politiques se comptent par centaines et la torture est une pratique courante dans les commissariats et les cachots madrilènes de la Direction générale de la sécurité, DGS. Les formations politiques n'ont pas droit de citer en dehors du seul parti du régime qu'est le Movimiento Nacional. Il va sans dire que l'Espagne de Franco n'a rien d'un état de droit. Toutefois, le pays a commencé à se transformer en profondeur tant économiquement que socialement, en dépit d'une structure politique à tout le moins anachronique au sein du continent européen. En 1975, l'Espagne reste une anomalie en Europe après la disparition, quoique récente il est vrai, des dictatures grecques et portugaises. Après presque 4 décennies de pouvoir autoritaire, la mort du caudillo permet à l'Espagne d'amorcer un processus de transition vers un régime de démocratie représentative. En effet, le franquisme sans Franco n'a pas d'avenir politique car les Espagnols aspirent majoritairement au changement. Le roi Juan Carlos ne tarde pas à le comprendre bien qu'il ait été désigné comme futur monarque par Franco lui-même en 1969. Mais quelle est la nature du changement qui se produit alors outre-Pyrénées ? Et en quoi cette période de transition politique correspond-elle aux aspirations des Espagnols ? Souvent présentée comme une réussite et citée en exemple, notamment en Amérique latine au sortir des dictatures du cône sud dans les années 1980, la transition espagnole mérite-t-elle de telles appréciations ? C'est à ces questions que cet ouvrage souhaite apporter des éléments de réponse. Par ailleurs, analyser la nature même de ce processus historique relativement bref permet de mieux appréhender l'évolution postérieure et les problèmes actuels auxquels l'Espagne se trouve confrontée. Le retour sur la période de la transition démocratique et des années qui lui font immédiatement suite, les années 1980, nous donne des perspectives sur notre époque en ce que nous percevons mieux les problèmes qui subsistent et ceux qui diffèrent. À cet égard, la mise en place d'un système d'autonomie régionale mais fortement asymétrique permet de mieux comprendre les ressorts de la crise que traverse l'Espagne d'aujourd'hui dans son rapport à la Catalogne, et la poussée indépendantiste qui anime une partie importante de la population de cette communauté autonome qui représente plus de 20% du PIB national. Ce que les historiens espagnols ont appelé a posteriori la transition démocratique, est avant tout une aventure collective au cours de laquelle une partie non négligeable du chemin s'est faite en marchant, pour le dire avec les mots du poète Antonio Machado. Car si les élites des deux bords politiques initialement opposés, partisans de Franco et opposants de toujours, négocient cette transition d'un régime autoritaire à une démocratie représentative, la force qui les oblige à se mettre d'accord se trouve dans la rue, du côté de la société civile qui manifeste souvent et massivement dans les principales villes espagnoles au cours de ces années-là. Le degré de conflictualité est alors très élevé, et il fait craindre à certains le retour à la période de la guerre civile qui, comme nous le savons, ensanglanta et ravagea l'Espagne à la fin des années 1930. En décembre 1978, soit 3 ans après la mort de Francisco Franco, l'Espagne se dote d'une constitution démocratique. Celle-ci ouvre la voie à une remarquable transformation de la société ibérique. Les années 1980 seront marquées par une explosion de liberté et de créativité insolite, dont la célèbre Movida madrilène constitue en quelque sorte l'illustration parfaite. Quelle époque géniale et explosive, celle de l'après-Franco. Quelle fête, déclarait en 2018 l'actrice Rosy de Palma au quotidien Le Monde. Bien qu'il en ait coûté à certains Espagnols, l'évolution a fini par damer le pion à l'involution puisque la tentative de coup d'État du 23 février 1981 a fait long feu, ainsi que les autres tentatives de renverser l'ordre démocratique qui se mettait alors en place.
la démocratie représentative est parvenue à s'imposer face aux tenants d'un ordre autoritaire. Si l'Espagne de la transition se caractérise par des renoncements et des compromis, notamment pour les opposants historiques au franquisme, que l'on songe à la loi d'amnistie de 1977, il convient avant tout de créditer ce moment historique d'une série d'acquis indéniables. Certes, beaucoup d'erreurs furent commises et beaucoup d'illusions politiques finiront par s'évanouir au fil du temps. Cela ne manquera pas de conduire à un réel désenchantement démocratique, et même à une profonde remise en question de la nature intrinsèque de ce processus par certains secteurs de la société espagnole du nouveau millénaire. C'est ce constat qui explique, en partie, l'apparition et l'essor de la formation Podemos sur l'échiquier politique actuel, dans le sillage du mouvement des Indignados né au printemps 2011 et qui se voulait précisément une alternative au système politique né de la transition, une réponse à la crise identitaire de la démocratie libérale instaurée en 1978. Alors que l'Espagne sort à peine du franquisme, ses élites font très tôt le choix de l'Europe, renouant ainsi avec une vocation que défendaient ardemment certains de ces grands intellectuels, à l'instar de Joaquín Costa au début du XXe siècle. Au-delà des cercles dirigeants, pour de nombreux Espagnols des années 1970 et 1980, l'Europe est synonyme de progrès et de modernité en ce sens qu'elle signifie la fin des démons de la guerre civile. C'est précisément aux instances européennes, très attentives à la transformation entreprise par leurs voisins du sud du continent, que l'on doit l'homologation de l'Espagne qui peut ainsi rejoindre la communauté économique européenne au 1er janvier 1986 et sortir progressivement d'un isolement, certes relatif, de presque 40 ans. On peut considérer que son entrée dans les instances européennes marque véritablement la fin de la période de transition, entendue au sens large, qu'a vécu l'Espagne à partir de la mort de Franco. À la lumière des nombreux travaux historiographiques réalisés des deux côtés des Pyrénées sur l'histoire récente de l'Espagne, le présent ouvrage tente d'éclairer les grandes lignes de cette mutation espagnole qui, pour complexe qu'elle soit, n'en demeure pas moins un objet d'étude en tout point passionnant et probablement l'un des moments les plus intéressants et originaux de l'histoire contemporaine de cette nation ibérique qui continue d'attirer tant d'Européens. Chapitre 1 : La lente agonie du régime franquiste. 1. Le durcissement du régime. Le régime politique instauré en avril 1939 par Francisco Franco, autoproclamé caudillo d'Espagne par la grâce de Dieu, au sortir d'une guerre civile extrêmement violente et destructrice ayant causé la mort d'environ 400 000 personnes, commence à entrer en crise à la fin des années 1960. Après plus de 30 ans d'existence, les limites de cette dictature personnelle se font jour et les dissensions se multiplient au sein de la famille franquiste, notamment entre les partisans d'une ouverture prudente, on les désigne sous le nom d'aperturista, qui souhaitent perpétuer le système en place tout en l'adaptant aux temps nouveaux, et les tenants de la ligne pure et dure du franquisme, les inmovilistas, opposés fermement à toute tentative de réforme politique d'envergure. Comme le déclarait en 1963 Aureli Escarré, abbé catalan et par ailleurs catalaniste convaincu, au consul des États-Unis à Barcelone David Fritzland, tant que Franco sera chef de l'État, aucune réforme politique substantielle ne sera possible. Toutefois, à l'aube des années 1970, Franco se retire progressivement du jeu car ses facultés intellectuelles et physiques, la sénilité et la boulie conjuguées à la maladie de Parkinson, entament un inexorable déclin. La transformation des conseils des ministres en témoigne car ils deviennent de plus en plus rapides, et il arrive fréquemment à Franco de s'endormir en présence des membres de son gouvernement. Franco ne sort plus guère de sa résidence du Pardo, où il vit entouré de sa famille et de ses plus proches collaborateurs. Pour autant, le vieux dictateur ne renonce pas aux parcelles du pouvoir qu'il détient encore. Il faut attendre 1973, soit 2 ans avant sa mort, pour qu'il se résigne à accepter la séparation des fonctions de chef de l'État et de chef du gouvernement, une reconnaissance implicite de son éloignement progressif des affaires. Lors des dernières années du régime et en particulier à partir de l'année 1969, c'est une ligne politique dure qui prévaut. Le pouvoir neutralise systématiquement les aspirations démocratiques de plus en plus pressantes qui émanent de divers secteurs de la société espagnole, et n'a pour seule réponse que la répression policière et judiciaire.
Aussi l'équipe gouvernementale que préside Luis Carrero Blanco choisit-elle de tout miser sur la croissance économique. Le régime franquiste espère ainsi pouvoir susciter et renforcer la croyance en sa légitimité grâce aux retombées positives d'un développement générateur de prospérité pour un nombre accru d'Espagnols. Amélioration du niveau de vie, d'autant plus appréciable que l'Espagne avait mis du temps à en apprécier les bienfaits. De pays fortement rural dans les années 1940 avec un taux d'analphabétisme élevé, l'Espagne est devenue progressivement une société industrielle et de services. En 1975, année de la mort de Franco, la population du secteur primaire ne représente plus que 23% de la population active par rapport aux 46% des années 1950. En 20 ans, entre 1955 et 1975, le PIB espagnol a triplé et le revenu par habitant a quadruplé. Depuis les années 1960, les idéologues du régime, qui sont presque tous membres de l'Opus Dei, comptent sur l'essor des classes moyennes afin de garantir la stabilité de la dictature. L'industrialisation alors en marche s'inscrit dans un projet modernisateur et conservateur à la fois. Pour le régime, il faut offrir aux classes sociales populaires et moyennes la possibilité d'acquérir de plus en plus de biens matériels afin de compenser le manque de liberté politique. Il faut admettre que cette équation s'avère gagnante dans un premier temps puisque l'Espagne connaît l'une des phases de croissance les plus spectaculaires de son histoire contemporaine, que seule une inflation endémique vient ternir. Néanmoins, c'est précisément le fait que l'Espagne accède pleinement à la société de consommation grâce à l'essor économique des années 1960 et du début des années 1970 qui rend son régime politique anachronique. La crise que traverse le régime franquiste au cours des dernières années de sa longue existence est due, en grande partie, à son incapacité à affronter les conséquences politiques de la transformation socio-économique dont il a lui-même été le fer de lance. Par ailleurs, cette industrialisation rapide provoque une vague sans précédent d'exode rural vers les grandes villes que sont Madrid, Barcelone, Bilbao et Valence, les paysans et commis agricoles, les peones d'hier constituant pour beaucoup la nouvelle classe ouvrière industrielle. Le développement de ce nouveau prolétariat entraîne de fait la création d'un important mouvement ouvrier, mais il souligne également les contradictions et l'obsolescence du national-catholicisme, cette idéologie qui prolonge le mythe de l'essence catholique de l'Espagne et qui constitue comme l'ADN du régime franquiste. Parallèlement, la contestation et la mobilisation de nature politique se renforcent depuis le milieu des années 1960 sans parvenir cependant à être massive. Le mouvement ouvrier, porteur de lutte pour la négociation des conventions collectives notamment, se veut antifranquiste et démocratique. Un meilleur partage des richesses produites, relative toutefois, favorise sa modération et ses revendications portent essentiellement sur les salaires et les conditions de travail. Cependant, sa composante la plus politisée se radicalise et décide de lutter clandestinement contre la dictature. Mais elle n'en demeure pas moins minoritaire au sein de ce nouveau mouvement ouvrier. On assiste à une multiplication des grèves et des manifestations, illégales il va sans dire, avec pour seule réponse du pouvoir politique une répression brutale. C'est ainsi que le 21 juillet 1970 à Grenade, la police tire à balles réelles sur une manifestation d'ouvriers de la construction qui revendique une augmentation de salaire et la ratification par le patronat de la convention collective de ce secteur alors en plein essor. 3 manifestants sont tués par les forces de l'ordre, et on dénombre des dizaines de blessés. À la même époque, malgré une présence policière presque permanente sur les campus universitaires, les protestations étudiantes sont récurrentes, surtout à Barcelone et à Madrid où se trouvent les principales universités espagnoles. Les arrestations sont légion, et la répression ne fait qu'accentuer la mobilisation des étudiants contre cette dictature honnie. En cela, ils sont rejoints par certains membres du corps professoral, notamment les jeunes enseignants non titulaires. Dans la capitale catalane, le 17 janvier 1969, un groupe d'étudiants agresse le président de l'université Manuel Albaladejo Garcia et saccage les bureaux de la présidence. Conscient des effets produits par la vague de protestations qui caractérise l'année 1968 dans le reste du monde, et notamment par les événements du printemps 1968 en France dont les étudiants ont été le détonateur, le pouvoir franquiste se tient sur ses gardes.
La loi d'éducation que présente en 1970 le nouveau ministre José Luis Villar Palassi vise à calmer les esprits et à pacifier le milieu universitaire face à un conflit devenu chronique et endémique. Elle connaît un échec retentissant, et l'université espagnole continue d'être un lieu d'agitation politique et d'opposition radicale à la dictature jusqu'à la disparition de cette dernière. Plus généralement, les procès contre les opposants au franquisme instruits par le Tribunal pour l'ordre public, TOP, augmentent vertigineusement. Entre 1963 et 1976, plus de 13 000 Espagnols ont maille à partir avec ce tribunal qui fait face à de nouvelles formes d'opposition à la dictature. L'escalade dans la répression est particulièrement manifeste lors des années 1974, 1975 et 1976. Dans le nord de l'Espagne, en avril 1975, le gouvernement proclame la déclaration d'un état d'exception dans 2 des 3 provinces du Pays basque. En août de la même année, la loi antiterroriste entre en vigueur. Elle renforce l'arsenal répressif déjà existant. Si la dictature proprement dite prend fin avec la mort naturelle de Franco, le début de la décennie porte déjà les stigmates d'une dégradation du système politique qui ne fera qu'empirer au fil du temps. Le 1er octobre 1975, Franco prononce d'une voix rendue presque inaudible par la maladie ce qui peut être considéré comme son ultime discours. La manifestation multitudinaire de soutien patriotique au Caudillo organisée pour l'occasion à Madrid, sur la Plaza de Orient, survient après les dures attaques dont son régime a été la cible de la part de toute la gauche européenne qui condamne les 5 exécutions survenues au petit matin du samedi 27 septembre. 2 militants de l'ETA, une organisation indépendantiste basque fondée en 1959, et 3 membres du FRAP, un mouvement révolutionnaire de tendance maoïste. Il s'agit là des dernières exécutions du régime franquiste qui faisaient montre, une fois de plus, du prestige de la terreur, pour le dire avec les mots de l'éditeur Arturo Soria y Espinosa. Le Vatican avait essayé d'intercéder auprès de Franco, mais toutes les demandes de grâce sollicitées par Paul VI étaient restées sans effet face à la détermination du vieux dictateur. Dans la réponse qu'il adresse au pape, Franco lui réitère son soutien et sa dévotion mais s'excuse de ne pouvoir prendre en considération sa requête, parce que de graves raisons d'ordre intérieur et extérieur s'y opposent. La répression contre toute forme d'opposition politique, même si elle fit incomparablement beaucoup plus de victimes lors des premières années de la dictature, s'exerce sans discontinuer jusqu'à la mort de Franco. Il semble qu'il se comporte comme si le temps était immobile, comme s'il était lui-même immortel et son régime éternel. Le Caudillo allait sortir de scène comme il y était entré 40 ans auparavant, c'est-à-dire en faisant fusiller des opposants. Mais la peine de mort pouvait également prendre un autre visage, encore plus barbare. En mars 1974, le jeune anarchiste catalan Salvador Puig Antich est condamné à mort. Il nie être l'auteur des coups de feu, ayant entraîné la mort d'un des policiers chargés de son arrestation. Le 2 mars, il subit le supplice du garrottage qui provoque une longue et douloureuse agonie, signe patent d'un régime dont la cruauté ne s'est jamais démentie. Ce jeune militant politique du MIL, Movimiento Ibérico de Liberación, une organisation libertaire révolutionnaire qui se bat les armes à la main contre la dictature, sera la dernière victime espagnole de ce procédé féroce. Rien n'a fait fléchir Franco qui refuse l'amnistie jusqu'au bout en dépit d'une mobilisation internationale pour que Salvador Puig Antich échappe à la peine de mort. Lors d'une manifestation organisée à Lisbonne le 26 septembre 1975 par un parti d'extrême gauche, União Democrática Popular, contre le gouvernement franquiste qui s'apprête à exécuter 5 militants de l'ETA et du FRAP, l'ambassade espagnole a été totalement détruite par la foule lors d'une prise d'assaut. L'image de l'ambassade d'Espagne en proie aux flammes a fait la une des journaux du monde entier. À Paris, c'est l'Office de tourisme espagnol qui subit le même sort. Dans toute l'Europe, les ambassades et consulats espagnols sont pris pour cible. 15 pays européens décident de rappeler provisoirement leurs ambassadeurs respectifs en signe de protestation alors que Luis Echeverría Alvarez, président du Mexique entre 1970 et 1976, demande fermement l'expulsion de l'Espagne de l'ONU après les exécutions survenues le 27 septembre 1975.
Les accusations du social-démocrate suédois Olof Palme contre le régime franquiste sont tout aussi énergiques. Le rassemblement du 1er octobre sur la vaste plaza de Oriente madrilène se veut donc une réponse orchestrée par le pouvoir en place aux critiques virulentes des démocrates occidentaux. Comme le souligne très justement l'écrivain Michel del Castillo, il s'agit d'une messe presque de requiem et l'on tend le bras comme si l'on disait au revoir une dernière fois. Face à l'enthousiasme de ces centaines de milliers de partisans venus de toutes les régions d'Espagne, Franco réitère ses accusations contre les ennemis de l'Espagne que sont les communistes et les francs-maçons. Si la rhétorique et les anathèmes ne varient guère depuis presque 40 ans, son état de santé, en revanche, s'est très nettement détérioré. Franco est un vieillard alors âgé de 82 ans, presque une momie, qui ne peut contenir ses pleurs à la fin de son discours tant l'émotion le submerge. Sa santé ne cessera de se dégrader dans les semaines qui suivent, une succession d'infarctus et d'hémorragies internes dont tous les médias nationaux, soumis à la censure, se font quotidiennement l'écho. En tout et pour tout, Franco subit 3 opérations qui n'ont d'autre but que de maintenir artificiellement en vie un dictateur subclaquant. Le 28 avril 1974, le quotidien phalangiste Arriba publie un manifeste de José Antonio Girón qui s'en prend directement aux aperturistas, en particulier aux ministres Pío Cabanillas et Antonio Caro, qu'il qualifie sarcastiquement de faux libéraux. Girón ne ménage pas les critiques envers la liberté de la presse, la libre circulation des médias étrangers sur le sol national dont le seul but, à ses yeux, est de ternir l'image du caudillo. Ces dures attaques visent également les ennemis du régime, infiltrés dans l'administration et qui prétendent détruire le système franquiste de l'intérieur. La lutte est donc indéniablement ouverte entre aperturistas et immobilistas. L'année précédant la mort de Franco se caractérise par un durcissement du régime, puisque les ultras contrôlent l'exécutif que préside Carlos Arias Navarro, le successeur de Luis Carrero Blanco en tant que chef du gouvernement. Il existe toutefois une aile plus modérée au sein du gouvernement, qui prône une certaine ouverture politique, mais le général Manuel Diez Alegría, de tendance plutôt libérale, chef du haut état-major de la défense et qui jouit d'un grand prestige parmi les militaires, est destitué de ses fonctions en juin 1974. On lui prête des sympathies pour les officiers portugais qui viennent d'accomplir la révolution des œillets, 25 avril 1974, dans le pays voisin, au rythme de la chanson de José Afonso, Grandola Vila Morena. Mais surtout, c'est son projet de réforme militaire qui lui attire de vives critiques de la part des immobilistas dont le journal El Alcázar se fait régulièrement le porte-parole. Le bunker, c'est-à-dire le dernier carré d'ultra regroupé autour du caudillo, refuse avec obstination toute ouverture aussi modeste soit-elle. Afin de ne rien céder aux sirènes de la libéralisation, que Franco assimile à la victoire du mal sur le bien, le régime se radicalise. Certains historiens parlent de logique du bunker, pour définir cette ultime période de la dictature comme une fuite en avant de l'extrême droite franquiste qui réagit face au projet de réforme d'une droite plus modérée et qui a compris que les temps changent et qu'il faut savoir s'y adapter afin d'avoir une chance de se maintenir au pouvoir. En revanche, les gardiens du temple franquiste se caractérisent par leur intégrisme religieux, leur anticommunisme et antilibéralisme viscéraux. De plus, la crise économique qui fait suite au premier choc pétrolier de 1973 ne fait qu'aggraver cette situation. L'augmentation du prix du pétrole après la guerre de Yom Kippour entre Arabes et Israéliens répercute directement sur le pouvoir d'achat des Espagnols puisque le taux d'inflation atteint 17%. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.